Entente historique sur Churchill Falls. C'est un partenariat qui va nous permettre d'assurer la sécurité énergétique pour les 50 prochaines années. Québec prête à investir 70 milliards de dollars au Labrador, mais est-ce que le prochain gouvernement et les Premières Nations voudront aller de l'avant? Aussi ce soir, négociation de la dernière chance. Ottawa tente d'éviter les tarifs de 50 promis par Trump dès mercredi. Bien, notre travail continue. On va continuer à faire notre travail. We're going to continue working. Our job is not yet done. Thank you. Merci beaucoup. Faut-il s'attendre à des promesses électorales moins coûteuses? 5 milliards à couper pour retrouver l'équilibre budgétaire. À l'heure actuelle, avec les prévisions qui sont là, il ne serait pas en conformité avec la loi sur le retour à l'équilibre budgétaire. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. C'est une entente historique qui a été annoncée sur la centrale Churchill Falls cet après-midi. Québec et Terre-Neuve et Labrador s'entendent pour revoir le partage de l'énergie, mais surtout pour augmenter la production. Projet hydroélectrique, projet éolien, ligne de transport. Hydro-Québec va payer plus cher, mais obtiendra beaucoup plus de mégawatts. Mais ça, c'est si la CAQ est réélue au pouvoir, parce que les oppositions, dont le Parti québécois, pourraient peut-être reculer. Les explications de Jean-François Poudrier. Le premier ministre Mark Carney a parlé du plus important investissement en énergie propre dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Le Québec pourra compter sur 3000 mégawatts de plus que lors de l'entente de décembre 2024, mais devra également payer beaucoup plus cher. L'entente de 2024 prévoyait un peu plus de 7000 nouveaux mégawatts pour le Québec. Maintenant, on parle de plus de 10 000 mégawatts. Québec devait fournir 25 milliards de dollars pour améliorer le complexe de Churchill Falls et construire la nouvelle centrale de Gull Island. On parle maintenant de 45 milliards au minimum pour l'instant. Le montant pourrait aller jusqu'à 70 milliards selon Hydro-Québec. L'entente compte 2 ans de plus jusqu'en 2077. Le gouvernement fédéral contribuera pour 6,5 milliards de dollars dans la part d'investissement du Québec et l'entente comprend aussi un nouveau complexe éolien. Le coût de l'électricité maintenant payé par Québec reste sensiblement le même que dans l'ancienne entente. Hydro-Québec paiera un peu plus que prévu pour l'électricité provenant de la centrale Churchill Falls, mais paiera un peu moins pour les kilowattheures produits par les nouveaux projets. Ce qui reste, selon Christine Fréchette, le meilleur coût possible pour aller chercher de nouveaux mégawatts. Ça représente plus du quart de ce que produit actuellement Hydro-Québec. C'est assez d'électricité pour alimenter jusqu'à 3 millions de résidences. Si on veut assurer la sécurité énergétique du Québec au-delà de 2041, il ne faut pas attendre, il faut décider maintenant. Cette entente-là nous permet d'assurer la sécurité énergétique du Québec à un coût compétitif, soit environ 3 fois moins cher que les autres alternatives d'énergie renouvelable qu'on pourrait construire au Québec. Mais cette nouvelle entente à quelques jours des élections québécoises pourrait aussi devenir un enjeu électoral. En principe, rien dans l'entente n'empêche un prochain gouvernement de vouloir la modifier à son tour d'ici la signature finale prévue le 31 décembre prochain. On sait que le Parti québécois veut déchirer cette entente. Alors, je leur dis, bien parfait, déchirez-la. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Québécois? Sur la plateforme X, Paul Saint-Pierre Plamondon se défend de vouloir déchirer l'entente. Il dit que si elle est positive pour le Québec, un gouvernement du PQ aurait intérêt à la maintenir. Le chef libéral Charles Milliard veut analyser l'entente, mais croit qu'un retour à la case départ serait dommageable. Le chef conservateur Éric Duhaime accuse Christine Fréchette d'avoir précipité l'annonce d'aujourd'hui à des fins électoralistes. Et Ruba Gazal de Québec solidaire affirme qu'il y a encore trop d'inconnus pour savoir si c'est une bonne entente ou non. Des pourparlers devront également s'amorcer au cours des prochains mois avec les nations Innu. À Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Alors, justement, pour y voir plus clair avec nous, Maître Nadir André, avocat spécialiste en droits autochtones. Bonsoir, Maître André. Bonsoir. Bon, alors là, on a vu qu'avant de signer, de conclure officiellement cette entente, il faut donc s'entendre avec les Premières Nations. La nouvelle chef de la nation Innu du Labrador, Jody Achini, était présente lors de la conférence de presse. Est-ce que ça nous envoie comme message qu'il y a des négociations, qu'il y a peut-être du positif présentement? Tout à fait. Je vous rappelle qu'il y a eu dans le passé récent une entente entre Hydro-Québec et la nation Innu, que sont deux communautés dont qui sont présentes au Labrador, mais que lors du référendum sur cette entente-là, il n'y avait pas eu assez de participants.
Donc, l'entente n'a pas été conclusive. Et là, il y a une nouvelle entente qui a été améliorée et il faut donc prévoir qu'il y ait des nouvelles négociations avec les deux communautés Inuits du Labrador. Bon, les communautés Inuits du Labrador, mais il y a aussi les communautés Inuits du Québec parce que la centrale Churchill Falls est située sur le Nitassinan, qui est le territoire traditionnel Innu. Il y a des communautés du côté du Québec, Matsumikus, Lac John ou encore Ouachat, Macmillan-Tenam, qui ont dit ça ne se fera pas ce projet-là si vous ne négociez pas avec nous, si vous n'avez pas notre aval. Tout à fait. Je rappelle que du côté des Inuits du Québec, dont le territoire ancestral chevauche tant la province du Québec que de Terre-Neuve et Labrador, ont une revendication territoriale depuis maintenant 1979 et ont plusieurs ententes déjà avec des compagnies minières et autres à Terre-Neuve et Labrador et ont des ententes avec Hydro-Québec du côté du Québec et ces communautés-là, et il ne faut pas oublier la Basse-Côte-Nord, Unamen-Chipou, Pakwashipi, Equanchit, toutes ces communautés-là ont des revendications et ont des intérêts à faire défendre par rapport à ces annonces-là. Donc, il faudra négocier avec plusieurs conseils de bande, plusieurs communautés. Maintenant, comment on fait pour allier tout le monde? Est-ce que c'est plus d'implication, de meilleures négociations, des redevances? Il faut s'attendre à quoi exactement? Bien, vous savez, les ententes évoluent de plus en plus. Avant ça, c'était des simples compensations avec des promesses d'emploi puis des contrats. Maintenant, de plus en plus, le modèle d'affaires repose sur une participation des communautés autochtones dans les projets eux-mêmes. Que ça soit les lignes de transport qui peuvent être offertes en copropriété. Puis je peux citer l'exemple de Ganawagé et Hydro-Québec pour une ligne de transport qui se rend jusqu'à l'État de New York. Il y a des projets de barrage dans lesquels des nations autochtones ont des ententes avec le promoteur. Dans l'éolienne, il y en a maintenant énormément, dont les Inuits. Alors, ce type d'entente-là, les communautés sont habituées, les promoteurs sont de plus en plus ouverts et les gouvernements ne s'y opposent pas. Donc, on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il y ait des ententes. Bien sûr, il faut que tout le monde arrive à un point de pouvoir s'entendre sur le contenu et ça va probablement prendre un certain temps. Alors, ça devrait se faire d'ici le 31 décembre, un dossier qu'on continue de suivre. Merci beaucoup, Maître André. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Par ailleurs, le prochain gouvernement à Québec va devoir se serrer la ceinture selon la vérificatrice générale et lui, il faudra trouver près de 5 milliards de dollars d'ici 2029 pour atteindre l'équilibre budgétaire. Mais pour le ministre des Finances, ces efforts ne passeront pas nécessairement par des coupures. Laurence Royer. Le prochain gouvernement devra déployer des efforts importants pour réduire les dépenses de l'État. Et le défi sera grand. La vérificatrice générale estime plausible les prévisions de la CAQ selon lesquelles il faudra trouver 2 milliards en 2027-2028 et 3 milliards en 2028-2029 pour un retour à l'équilibre budgétaire. La VG précise toutefois qu'à ces données, il faut ajouter un écart à résorber de 1,85 milliard, ce qui porte le total à 4,85 milliards de dollars en 2029. C'est notamment parce que la croissance économique sera moins élevée, notamment en raison de la stagnation et du vieillissement de la population, ce qui fera que l'État va percevoir moins de taxes et d'impôts, mais aussi à cause de l'instabilité du commerce extérieur. Ça appartient aux partis politiques là, de décider s'ils veulent faire des mesures additionnelles, mais à ce moment-là, ils doivent expliquer comment ils vont les financer. Si tout reste tel quel, puis que le gouvernement, dans le fond, décide de ne pas faire d'efforts ni aux revenus ni aux dépenses supplémentaires, à l'heure actuelle, avec les prévisions qui sont là, il ne serait pas en conformité avec la loi sur le retour à l'équilibre budgétaire. Ce trou dans les finances publiques a été causé par une augmentation marquée des dépenses sous le gouvernement Legault-Fréchette. On peut penser aux Kings de Los Angeles, à Northvolt. On peut penser évidemment à Flying Wells, aux problèmes informatiques avec SIFA, avec SACLIC. De son côté, le ministre des Finances défend son bilan en rappelant que la dette par rapport au PIB de la province a diminué. Et il précise que pour trouver cette somme de 5 milliards, ça ne passe pas nécessairement par des coupures. Ça peut venir soit d'une hausse des revenus, soit
d'une diminution des tensions au niveau de la relation commerciale avec les États-Unis. Ça peut venir des provisions et ça pourrait venir d'un effort supplémentaire aux dépenses. Et pour atteindre cet équilibre budgétaire, le gouvernement de la CAQ prévoit couper dans différents programmes, mais également de réduire de 20 % les investissements dans les infrastructures, ce qui risque d'avoir un impact sur leur pérennité, prévient la vérificatrice générale. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. On accueille maintenant Maître Geneviève Dufour, avocate en droit du commerce international, pour faire le point sur ce blitz de négociations entre Ottawa et Washington, alors qu'on est à un peu plus de 24 heures de l'entrée en vigueur d'une nouvelle surtaxe de 50 %. Bonsoir, Maître Dufour. Bonsoir. Là, on sait que ça a négocié aujourd'hui à Washington, entre autres, avec le ministre Leblanc, qui est sur place. Il n'y a pas grand-chose qui coule de ces négociations-là. Est-ce que le Canada, est-ce qu'Ottawa a des chances de s'entendre avec l'administration Trump avant l'imposition de ces tarifs-là, quand même de 50 %, ça va faire très mal, là? Est-ce qu'on a des chances de s'entendre? Ça dépend de ce que ça veut dire s'entendre. Est-ce qu'on d'éviter des tarifs aussi importants? Oui, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir une entente qui soit satisfaisante. Vous avez tout à fait raison. Là, dans 24 heures, on risque d'avoir des tarifs qui vont être imposés sur plus de 20 milliards de nos produits exportés aux États-Unis. C'est colossal. Ça va atteindre les entreprises, les travailleurs. Et ça, c'est dramatique. Mais on doit se rappeler qu'on ne peut pas faire un mauvais deal. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter des tarifs. Là, on sait aujourd'hui, avec l'entente de Churchill Falls, le ministre Mark Carney a dit « Je vais parler avec Donald Trump. Je vais parler aussi de cette entente-là. Est-ce que là, M. Carney est en train quand même de mettre la table sur de nouveaux leviers, de nouvelles cartes? Est-ce qu'on pourrait utiliser l'énergie? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils vont discuter ces deux-là. Ouais. Moi, je pense que l'énergie, les minéraux critiques, l'Arctique, la sécurité continentale, c'est déjà sur la table. Ce que M. Carney veut faire, et ça, c'est ce que je pense qu'il veut faire, c'est d'apaiser les choses. De dire à M. Trump, regardez, ça fait des semaines qu'on est là, on est à Washington, on négocie, on est à la table, on est de bonne foi, on a fait des avancées, mais on n'y est pas encore. Pouvez-vous suspendre l'application des 3 décrets qui sont supposés d'entrer en vigueur dans la nuit du 18 au 19, le temps que les négociateurs arrivent à un résultat? Moi, je pense que c'est ça, à moins qu'on ait une entente. Si c'est qu'on a une entente, bien, c'est qu'il faut aller vendre à l'empereur Trump cette entente-là. Parce que c'est ça l'affaire aussi. Parce que le bon deal, on a l'impression qu'il peut juste arriver du côté américain. Oui. Et là, on a Capitaine Canada, on a le premier ministre de l'Ontario qui dit là, ça suffit. Le Bloc québécois aussi aujourd'hui. Oui. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire il faut résister et il faut même peut-être peser un petit peu plus fort. Bien, imaginez, le président de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, a écrit une lettre ouverte dans la presse ce matin où il disait ça. Donc, l'industrie qui elle-même est attaquée dit il faut résister. C'est tout dire, là. C'est dire que on ne veut pas une mauvaise entente. Parce qu'il y a comme un effet de loquet. Hein? Le Canada, on est un pays qui respecte ses engagements. Si on fait une entente avec l'administration Trump, il y a un effet de loquet. On va être obligé de respecter cette entente-là. Et il faut arrêter de penser qu'une prochaine administration va reculer. Elle va peut-être reculer sur ce qu'un M. Trump a fait, mais elle ne reculera jamais sur une entente qui a été librement consentie par le Canada. Pendant un bout de temps, on disait qu'il faut jouer la carte du temps. Est-ce que ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore, mais on a été forcés de se remettre à la table des négociations en raison des menaces de M. Trump d'imposer des 50 % sur 20 milliards de nos exportations. Donc, on est retourné à la table des négociations. On a montré qu'on était de bonne foi, mais rien ne presse et surtout rien ne presse pour accepter un mauvais deal. Alors, on suit ça avec beaucoup d'attention. Oh, Merci beaucoup, Maître Dufour. Ça fait plaisir. À Montréal, maintenant, une femme a perdu la vie et un homme a été blessé par arme blanche dans un logement du quartier Saint-Michel cet après-midi. Ça s'est passé sur la 39e avenue, près de la rue Paul-Corbeil. Les policiers ont été appelés à se rendre sur place vers 14h25 après un appel logé au 911. La mort de la femme, qui serait dans la quarantaine, a été constatée sur les lieux.
L'homme dans la trentaine, lui, est toujours à l'hôpital dans un état critique. L'identité des personnes reste inconnue pour le moment. C'est d'ailleurs le deuxième événement violent à survenir en seulement 2 jours dans le même secteur. C'est une femme de 44 ans qui a été assassinée samedi, toujours dans le quartier Saint-Michel. Il s'agit d'ailleurs du 12e féminicide depuis le début de l'année, peut-être maintenant du 13e avec ce qui s'est passé ce soir. Le drame serait survenu en plein jour devant des membres de sa famille. Le suspect, son conjoint, est toujours à l'hôpital dans un état stable après s'être lui-même infligé des blessures. Lily Mercure. C'est dans un appartement de la 9e avenue entre les rues Crémazie et Villeray qu'une femme de 44 ans a été assassinée samedi. En arrivant sur place, les policiers ont découvert le corps d'une femme inanimée qui comportait des marques de violence faites avec un objet tranchant. On a juste entendu, dans le fond, je sais pas si c'est la mère ou la tante ou quelque chose, mais c'est clairement quelqu'un qui était proche, qui a vu ce qui s'était passé, puis elle criait. Là. C'est pas mal ça. Est-ce que vous avez entendu des mots? Non, juste à crier comme au meurtre. Là. Genre comme qu'est-ce que quelqu'un se faisait tuer. Là, ou elle avait vu quelque chose qui était horrible. Là. Sur place, les policiers sont aussi tombés sur un homme de 51 ans qui avait des blessures au haut du corps, des blessures qu'il se serait lui-même infligées. Il s'agit du conjoint de la victime, a confirmé le service de police de la ville de Montréal. Et il est pointé comme le principal suspect et repose actuellement à l'hôpital dans un état stable, mais n'est pas encore apte à comparaître. Pour cette voisine, ce drame familial lui rappelle de douloureux souvenirs. Well, for myself, I've been a victim of violence. I actually survived in 2019. And seeing this, men need to do better. I know women can also be in that circumstance, but men need to do better. Ce meurtre dans le quartier Saint-Michel serait le 12e féminicide à survenir au Québec cette année. C'est 2 de plus que l'an dernier et 2026 n'est pas encore terminé. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales en appelle à des actions concrètes à l'aube de la campagne électorale provinciale. À l'heure actuelle, pour avoir des services sans hébergement dans plusieurs maisons d'hébergement du Québec, il y a des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 8 semaines. Aussi, on voit qu'une demande d'hébergement sur 2 et ne trouve pas de réponse. Donc, on souhaite vraiment que les partis s'engagent à faire en sorte qu'on soit capable de mieux répondre aux victimes. L'enquête se poursuit et la prochaine étape est la comparution du suspect de 51 ans qui est actuellement toujours hospitalisé. À Montréal, Élie Mercure pour Nouveau Info. À l'approche de la rentrée scolaire, mais aussi du déclenchement de la campagne électorale, la Centrale des syndicats du Québec demande aux partis politiques d'avoir le courage de reconnaître les nombreux problèmes dans les écoles du Québec. Le syndicat demande d'ailleurs à nouveau la tenue d'états généraux sur l'éducation pour établir un plan pour les 15 ou 20 prochaines années. Et justement, cette rentrée vient de se compliquer d'une façon inattendue pour des centaines de parents dans le quartier Limoilou à Québec. L'école primaire Saint-Fidèle a annoncé que tous les élèves seront relocalisés en raison de fissures dans la structure de l'établissement. Les explications de Félix-Antoine Audet. C'est une rentrée scolaire qui s'annonce brutale pour les parents des élèves de l'école primaire Saint-Fidèle dans le secteur de Limoilou à Québec, alors qu'ils ont appris ce matin, à quelques jours à peine de la rentrée, que tous les élèves allaient être déménagés pour la prochaine année scolaire au centre Saint-Fidèle, tout juste derrière moi. Tout ça en raison de fissures dans la structure qui ont été remarquées au retour des vacances de la construction alors que des travaux de maçonnerie étaient réalisés sur l'école Saint-Fidèle. La décision s'est rapidement prise lorsque les constats finaux sont arrivés la semaine dernière. C'était clair que les élèves ne pouvaient pas rester dans l'école lors des travaux. Sauf que rapidement, il y a des problèmes qui sont arrivés puisque 12 groupes classes de l'école secondaire Jean Brébeuf dans le secteur devaient eux aussi avoir leur cours tout juste derrière moi. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. On les a donc déménagés au centre de formation professionnelle de Limoilou. Et tout ça, ça illustre bien comment les écoles de la région débordent, comme nous explique la directrice générale du CSS du secteur.
Les écoles dans Limoilou sont pour la plupart à pleine capacité ou presque. Certaines en dépassement, on a des locaux modulaires dans certaines des écoles, donc la possibilité d'utiliser les espaces ici était vraiment une solution, je dirais, presque parfaite là, dans les circonstances. Du côté du Centre de services scolaires de la capitale, on nous assure que tout sera prêt pour la rentrée, même si elle n'est que dans une dizaine de jours. Même s'il y avait déjà des bureaux et des casiers installés ici derrière moi, ce n'était pas exactement approprié puisqu'ils étaient pour des élèves évidemment d'âge secondaire, donc un peu trop grands pour les élèves d'âge primaire, mais tout devrait être en ordre normalement d'ici la rentrée. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça n'était pas prévisible? Est-ce qu'on aurait pu voir venir? Est-ce qu'il y avait des signes de dégradation dans l'école? Et selon le directeur des ressources matérielles du Centre de services scolaires de la capitale, c'était pas nécessairement le cas. Il y avait un indice dans la maçonnerie, mais au niveau de la maçonnerie, on pouvait penser que c'était les attaches qui étaient corrodées puis qui avaient fait décrocher un peu la maçonnerie, ce qui apparaissait pas comme dangereux, mais évidemment, c'est un crémage, la maçonnerie. C'est pas structural. Et il a fallu dégarnir pour voir fortuitement qu'il y avait une problématique. Quelques détails restent à peaufiner du côté du Centre de services scolaires de la capitale, comme le transport vers l'école ainsi que le service de garde. Mais on est bien confiant d'y arriver à temps et une rencontre est prévue avec les parents ce jeudi pour les informer de la situation. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Est-ce qu'on se fait surveiller en permanence? Caméra de type Flock qui a été installée sur le boulevard Henri-Bourassa. Le sujet est un peu partout sur les réseaux sociaux et sur Reddit. Les caméras de surveillance RAPI, reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, inquiètent beaucoup d'internautes. Elles peuvent facilement identifier des autos et retenir des informations sur celles-ci. Là, il y a des cartes qui commencent à les recenser, sauf que c'est de façon citoyenne. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait apparemment une caméra Flock à Longueuil, je suis allé vérifier et fausse alerte. La compagnie sur la caméra, c'est Calitech qui fait surtout de la signalisation routière. Mais là, faut-tu s'en inquiéter? Pourquoi on est rendu au point où on en parle autant? Petit indice, c'est à cause des États-Unis. J'ai parlé à un journaliste du Washington Post qui a couvert cet enjeu. Là-bas, l'entreprise de caméras de surveillance Flock est omniprésente. Et le problème avec un aussi gros réseau capable de suivre presque n'importe quelle auto, c'est que ça fait rapidement place à la dérive. Et la semaine passée, Radio-Canada a enquêté sur une caméra de type Flock qui est apparue mystérieusement à Montréal. Finalement, c'était le SPVM qui l'avait mise là. Il disait que c'était pour une enquête de façon temporaire et ils l'ont rapidement enlevée. Et on dit de type Flock parce que généralement, au Canada, c'est d'autres compagnies qui font ces caméras-là. Donc, je dirais la grande différence, c'est qu'au cas du Canada, c'est la technologie est la même, mais le cadre d'utilisation est relativement balisé, ciblé dans des endroits précis. On a donc des caméras similaires pour les péages, par exemple, au Canada, mais pas encore de grands réseaux connectés accessibles à plusieurs. Il y a déjà du flou actuellement, donc déjà la transparence, je pense que ça serait la première étape, et puis la vigilance et un débat de société sur cette question-là. Là, avec toutes les réactions en Amérique du Nord, Flock compte mettre des mesures pour empêcher les dérives. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. Demain, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, fera une annonce concernant la tenue d'un référendum. Selon le quotidien Devoir, il s'engagerait à ne pas tenir de consultation populaire sur l'avenir de la province tant que le président Trump sera en poste. À demain, tout le monde.